dans le métier d'écrivain, ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir des idées, de travailler vraiment librement et solitairement. Moi, je travaille dans un bureau en dehors de chez moi. Je travaille surtout pas chez moi, parce que sinon je travaille pas. Ou surtout, plus exactement parce que j'ai une fille qui de toute façon viendrait m'interrompre tout le temps. Donc je m'isole. Je vais régulièrement au travail. C'est-à-dire que c'est pas, j'attends pas comme on pense l'inspiration pour travailler. Non, je vais au bureau tous les matins à peu près à heure fixe et j'en sors à heure fixe. Évidemment, j'ai plein d'autres activités. Et ce que j'aime, c'est cette liberté-là. Et c'est l'idée que quand je vais au travail le matin, bien évidemment, je sais ce sur quoi je vais travailler, sur un roman pour adultes, sur quelque chose pour les enfants ou sur une série télévisée, mais je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Ce que j'aime dans ce métier-là, c'est quasiment l'aventure au bout de la phrase. C'est-à-dire qu'à chaque phrase, il peut t'arriver quelque chose et tu peux partir dans une autre idée, dans quelque chose de très différent de ce que tu avais imaginé. Donc ce qui me plaît, c'est la liberté. C'est la liberté que ce métier me donne. Et c'est quelque chose que j'ai découvert très tôt quand j'étais, même plus tôt que votre âge à vous, puisque peut-être une question que vous poserez, elle est dedans, c'est comment vous avez commencé à écrire. Et je dis souvent, j'ai simplement commencé à écrire pour me débarrasser de mes sœurs. Ouais, pour me débarrasser de mes sœurs. Oui, moi je suis 11e d'une famille de 13, ma maman a eu 13 enfants, ce qui est une belle performance. Et j'avais 2 petites sœurs. Et tout le monde sait ici que c'est absolument une catastrophe que de devoir s'occuper de ses petites sœurs. J'ai des petits frères. Donc il faut les emmener à l'école, tout ça c'est horrible. Donc moi je passais mon temps quand j'étais enfant à essayer de perdre mes sœurs. C'est mon job, j'essayais de perdre mes sœurs. Et j'y arrivais pas parce qu'elles étaient très accrocheuses, parce que ça rigolait pas. Et donc j'ai découvert qu'elles aimaient les histoires. Et chaque matin, je leur racontais une histoire. Et comme ça, elles allaient à l'école toutes seules et puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à raconter des histoires. Puis un jour, comme elles voulaient une histoire que j'avais racontée il y a longtemps, elles m'ont dit bah t'as qu'à les écrire. Et j'ai commencé à écrire des histoires uniquement pour me débarrasser de mes sœurs. Parce qu'elles m'ont dit, si tu ne nous racontes pas cette histoire, on dit à maman que tu ne nous emmènes pas à l'école. Donc j'ai vu que ça allait chauffer pour moi. Donc je me suis aperçu que raconter des histoires, c'était pas simplement inventer des personnages, ça fabriquait de la liberté. Ça fabrique de la liberté. Moi, c'est mon métier. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'écris. C'est ma liberté. Et si je veux écrire sur tel ou tel sujet, c'est ma liberté. Et ça, c'est fondamental. Et quelle que soit l'activité, je vous conseille, quel que soit le métier que vous faites un jour, faites un métier qui d'abord soit votre passion, c'est formidable, gagner sa vie en exprimant sa passion, il n'y a rien de mieux, et qui vous fabrique de la liberté, qui vous laisse indépendant d'eux. Moi, je suis comme vous, mais vous ne la mettrez pas. J'aime pas les chefs, j'aime pas la hiérarchie, j'aimerais pas chaque matin avoir quelqu'un qui me dit qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Je suis comme ça depuis que je suis petit. Bon. J'ai trouvé le travail idéal pour avoir. Mais attendez, j'ai passé 25 ans à être professeur. Donc j'avais aussi quelques contraintes. Mais une fois que je suis dans ma classe, et les enseignants pour vous le dire, je suis libre. Comme j'écris aussi bien des livres pour la jeunesse comme des Lulu, qui sont en fait 15 feuillets, un livre pour la jeunesse, ça peut être 15 feuillets, même si c'est rimé, alors que si j'écris pour un roman, c'est 300 ou 400 pages. Donc les délais sont très différents. Mais je dis toujours, parce que c'est pas vrai, que je mets 9 mois. Tu vois, comme pour faire un bébé. Tu vois, comme ça me donne le sentiment de faire quelque chose d'un peu vivant. Mais il y a vraiment, tu peux avoir, il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée d'une pièce de théâtre que j'avais envie d'écrire. Je l'ai écrit très vite. Très vite, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Boris Vian qui a dit ça un jour. Boris Vian, c'était un auteur peut-être que vous étudiez ou que vous étudierez, et il avait écrit une chanson sur un bout de table, comme ça, sur un bord de table, en 3 minutes, et c'est devenu un énorme succès. Et les gars, tu dis, ça c'est formidable, toi. 3 minutes, et toc, un succès. Et il dit non, pas 3 minutes, 30 ans et 3 minutes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a écrit a peut-être maturé dans sa tête pendant 30 ans, et tout à coup, ça sort. Mais c'est jamais que la fin du travail, c'est jamais que la partie apparente. Mais moi, j'ai des idées, j'ai des projets qui ont peut-être déjà 10, 15, 20 ans dans ma tête. D'accord? J'ai une bande dessinée que je vais écrire, que je vais écrire, je sais très bien que je l'ai commencé il y a plus de 25 ans dans ma tête. Et d'autres sujets qui datent de la semaine dernière et que j'écrivais tout à l'heure dans le train, j'écrivais puisque j'étais en retard, la SNCF était en retard. J'ai eu à ma disposition 1 heure,
j'avais une idée, je l'ai mise, je ne sais pas ce qu'elle deviendra. D'accord? Donc le temps, c'est juste la partie apparente de l'écriture et de la création. D'accord? Et il y a tous les réponses. Autre question? Oui. Combien de temps y a-t-il entre l'écriture d'un livre et sa publication? Alors, entre l'écriture d'un livre et sa publication, alors il y a l'écriture, après la publication, généralement, tu as une date, c'est-à-dire que tu travailles quand même sous contrainte de date, c'est-à-dire que ton livre va sortir en mars, en avril, ça ce sont des sorties littéraires. Par exemple à la rentrée, là, si tu veux sortir en septembre pour faire partie des prix littéraires ou de toute la discussion autour des prix, il y a une grosse activité au moment de la rentrée littéraire en France. Ce qui est très singulier, hein, ne croyez pas, c'est unique, il n'y a que ce pays en France où à la rentrée on parle que de livres. C'est une exception culturelle française, vraiment, ça c'est comme ça. Et bien là, si tu veux sortir en septembre, il faut que ton livre soit disponible au début de l'été, parce que les journalistes et les critiques vont l'emporter en vacances pour le lire et sortir des papiers en septembre. Donc si ton livre doit être prêt, mettons en juin, mars, il doit avoir été terminé au moins 2 ou 3 mois avant. Pas seulement pour le fabriquer, mais parce que les gens qui vendent ton livre, c'est-à-dire les commerciaux dans une maison d'édition, ils vont aller en parler, c'est ça, les représentants tout simplement, ils vont aller en parler d'abord aux librairies. Qu'est-ce qu'elles font les librairies? Elles commandent une certaine quantité de ton livre selon que ça les intéresse ou pas, pour qu'il soit, comme on dit, en place au moment où il va sortir. Donc il y a avant, si tu veux, un livre qui sort en septembre, il est prêt en février, mars, dernier quart, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de travail avant. Quand vous voyez apparaître un livre sur une table dans une librairie, ça veut dire qu'il y a des commerciaux qui sont passés pour le vendre au libraire, que le libraire l'a commandé, qu'on l'a livré. Tu vois? Moi j'ai un livre qui est sorti là, le 8 octobre, c'est Lidl Piaf, c'est chez Albin Michel Jeunesse, c'est un 2e tome. Eh bien, je l'ai terminé il y a 4, 5, 6 mois. D'accord? Et parce qu'en plus, il y a le travail sur la couverture, il y a beaucoup d'étapes avant la sortie du livre. Et de plus en plus, il faut rendre son livre tôt, maintenant. Pour des tas de considérations commerciales, que ce serait un petit peu long pour entrer en détail, mais par exemple, vous avez des gens comme la FNAC qui commandent des livres 3, 4, 5 ou 6 mois avant la sortie. Donc, il faut que le livre soit pas fait. D'accord? Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle un calendrier retard. Si tu sors en septembre, si tu montes le contexte en février maximum, par exemple. On aime tous ces livres, pareil. Vraiment, mais c'est vrai. Parce qu'ils ont tous une histoire singulière. Et un jour, le premier roman, quel que soit, si tu le vends à 2 exemplaires ou à 1 million d'exemplaires, jamais tu n'auras le plaisir que tu as eu de voir pour la première fois ton roman dans une librairie. Un jour, si vous voyez dans des librairies des gars qui se cachent comme ça et qui regardent, c'est des auteurs qui viennent voir où est leur livre pour la première fois. Tous font ça, tous. Tous ils se cachent, et même des fois ils prennent le livre, ils le mettent au-dessus de la pile, tu vois, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Ça c'est le premier roman, et le premier papier que tu as, c'est la première critique, tout ça c'est des émotions terribles. Après il y a d'autres choses, il y a le premier prix littéraire que tu as, et puis il y a aussi les livres qui ont d'importance, parce que tu as écrit un livre sur tes parents, donc chaque livre a une histoire, et donc chaque histoire est vraiment strictement unique. Et c'est pas une formule, moi je les aime tous pareil, de Lulu jusqu'à des prix que j'ai pu avoir. Pareil, vraiment, sérieux. En plus, j'aurais pas aimé que ma mère aime quelqu'un de plus que moi, tu vois, dans ma famille, j'aurais pas vu ça. Autre question? Lise, vous est-il déjà arrivé d'être en panne d'inspiration? Ah, la panne d'inspiration, non. Ça, c'est. D'abord, moi je pense que ça n'existe pas, la panne d'inspiration. La panne d'inspiration, c'est par rapport à ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que moi, j'en parlais tout à l'heure dans le train avec mon attaché de presse, moi je suis une fontaine à idées, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'écrire des tas de choses, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des trucs pour la télévision, des romans, j'ai plein, c'est comme ça depuis que je suis gamin, c'est comme ça. Et la panne d'inspiration, elle vient souvent du fait qu'il y a 2 solutions. Ou vous avez une panne d'inspiration parce que vous voulez trouver une raison pour ne pas écrire. Pas écrire. C'est-à-dire que oui, c'est un petit peu comme moi quand j'étais prof, j'avais des élèves comme vous qui n'avaient pas envie de travailler. Bon, pas toujours. C'est-à-dire que parfois, au début, quand je distribue un devoir sur table, vous avez à peu près dans les 3 minutes qui suivent la distribution quelqu'un qui lève la main pour dire qu'il n'a pas compris. Bien sûr, c'est possible qu'il n'ait pas compris.
Et si tu fais l'expérience, et tous les enseignants le font, sur un devoir de 4 heures, de dire je vous interdis de poser des questions dans la première heure, tu n'as plus de questions. Bizarre, hein? C'est étrange. Qu'est-ce que tu en conclus? Bah, tu en conclus qu'effectivement, on est tous pareils, il faut qu'on trouve des raisons pour ne pas travailler. C'est fatigant le travail. Et c'est même traumatisant, et puis c'est même déstabilisant, c'est stressant. Alors on essaie de mettre des obstacles et des raisons pour ne pas travailler. Et c'est pareil pour quelqu'un qui écrit. Quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui va s'enfermer 10 heures dans son bureau, qui va se priver du monde et tout ça. Il y a des moments, tu as envie de trouver des raisons de pouvoir aller boire un coup dehors, de sortir, de dire j'ai pas d'inspiration, je vais marcher, l'inspiration va venir. C'est pas vrai. C'est que tu as envie de marcher. C'est autre chose. Voilà. Mais ça, c'est un mécanisme personnel que tout le monde ressent pour des tas et des tas de choses différentes que l'écriture. Et la panne d'inspiration, tu sais, c'est très facile. C'est comme le problème de la page blanche. Dire j'ai le syndrome de la page blanche, je ne peux pas écrire. Non, tu peux écrire. Tu peux même écrire des bêtises. Tu peux même recopier le boitin. Moi, j'écris des tas de choses. Quand j'écris le matin, je suis presque certain que ce que j'écris le matin, c'est du gras. Que ça n'a pas, que c'est peut-être pas très bon, mais c'est comme si je me mettais en jambe. Parce que moi, je me vois comme une grosse chaudière avec le feu en dessous, et je me dis que la pression va bien finir par monter. Tu vois, plus je travaille, plus j'ai des idées. C'est pas dans l'autre sens. Alors que si tu commences à te laisser aller à la panne d'inspiration, à la page blanche, et ben oui, là, tu vas ressentir un véritable stress très vite. Il vaut mieux écrire n'importe quoi que rien. D'accord? Donc écrire, et ça vient. Et ça vient. C'est un peu, vous savez, dans la fable, là, on frotte, Aladdin, il frotte sa lampe, et puis il a des idées, bah, c'est ça, il faut frotter sa lampe, hein, il faut frotter sa lampe, comme vous appelez l'imagination, l'inspiration, tout ce que vous voulez, et ça vient, un jour ça brille, obligatoirement. C'est une question de boulot, c'est tout. Hein, et ça, c'est peut-être pas exaltant, mais c'est la réalité, on a tous des trésors cachés, si on travaille, on les trouve. Il faut juste bosser un peu, quoi, tu peux pas avoir peur. Tu regardes tous les écrivains aujourd'hui que tu peux lire, de Werber à Musso, tout ça, c'est des gars qui n'ont pas fait des études pour être écrivains. Et ils ont fait des études scientifiques, ils ont fait des études d'économie, pour les deux gars que je te cite, il y en a plein d'autres, je pourrais te citer, mais on n'apprend pas à être écrivain. Et il y a de plus en plus d'ateliers d'écriture, apprendre à écrire. Et ça peut s'apprendre, ça s'apprend. Il y a plein de techniques et il y a des choses intéressantes à faire. Écrire du théâtre, écrire du cinéma et écrire des romans, c'est pas la même chose. Ça s'apprend, ça peut se faire. Mais il n'y a pas aujourd'hui, tu parles du genre, hop, tu passes un CAP ou un brevet ou un baccalauréat d'écrivain et tu es écrivain. Ce qui fait que tu es écrivain, c'est les lecteurs. Qu'est-ce que c'est un écrivain? C'est un gars qui gagne sa vie en écrivant. Moi, j'ai la chance de gagner ma vie simplement en écrivant. Bon. Pourquoi? Parce que j'ai des lecteurs qui achètent mes livres. C'est pas parce que j'ai marqué écrivain sur ma carte de visite. C'est vous, c'est les lecteurs, qui fait que quelqu'un est un jour écrivain. On peut se dire écrivain. Moi, j'ai longtemps été professeur, parce que je gagnais ma vie en étant professeur. Et un jour, je suis devenu écrivain, parce que je gagnais ma vie en étant écrivain. Mais la seule différence, c'est que j'avais plus de lecteurs qu'avant, c'est tout. Il n'y a pas d'autre différence. Donc, ça ne s'apprend pas, mais on peut apprendre des techniques. Et vous pouvez le faire, et vous avez des tas d'endroits, sur Internet vous trouvez tout ça, et vous avez des logiciels très très performants qui vous apprennent, qui mettent en forme des scénarios, qui vous apprennent à faire des buts. Si vous aimez ça, faites-le, c'est des raccourcis qui peuvent vous aider. Moi j'ai appris au fur et à mesure, mais aujourd'hui je me jetterai sur toutes les techniques pour apprendre à écrire, parce que j'avais envie de ça, et je suis sûr que ça m'aurait fait prendre quelques raccourcis. Faites-le, si vous avez envie, faites-le, allez voir. En plus il y a des MOOCs maintenant, il y a tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre. Et il y a aussi des stages, il y a aussi des ateliers d'écriture. Et aller au Canada, vous pourrez même faire un diplôme. Voilà. En français. Voilà. Question. J'ai écrit beaucoup sur la famille, ma famille. Hein, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime honorer. Hein. Ça a commencé au champ de personnes, et puis même jusqu'à le crime de Bitcoin, qui est l'histoire de mon grand-père. J'ai très envie d'écrire sur ma famille, parce que si je n'écris pas sur ma famille, personne n'écrira. D'accord? C'est-à-dire c'est mon job. C'est mon job. C'est-à-dire de faire connaître mon père, ma mère, mes frères et sœurs, notre histoire à tout le monde, de façon agréable, et qu'ils les connaissent. Sinon, ils vont mourir une deuxième fois. Mes parents ont disparu depuis très longtemps, mais aujourd'hui, je peux aller dans des conférences, ou je peux aller, ou quand j'irai tout à l'heure parler du crime de Bitcoin, j'ai parlé de mon grand-père. Et les gens vont connaître mon grand-père, et ont lu des histoires, et le connaissent. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'il revit. Quand j'écris sur mon grand-père, je vis avec lui. C'est pas une histoire, c'est pas non plus une formule. C'est-à-dire que je le vois faire tout ce que je lui raconte. Et donc je lui donne une deuxième vie, une troisième vie, et à chaque fois qu'il est lu par quelqu'un, il vit.
Et ça, c'est quelque chose que j'adore, qui est très émouvant, que des gens viennent vous parler de vos parents, viennent vous parler de votre famille. Ça, j'aime. J'aime aussi beaucoup l'histoire. L'histoire, quand j'étais gamin, j'ai eu une chance formidable, c'est que ma mère achetait un café qui s'appelle le café Mocarex. Le café Mocarex, c'était un café dans lequel il y avait des petites figurines en plastique, qui étaient des figurines sur la Révolution et l'Ancien Régime. C'est-à-dire que moi, mes compagnons de jeu, quand j'avais entre 8 et 10 ans, c'était Marie-Antoinette, Axel de Fersen, Louis XVI, tout ça, c'était ces personnages historiques, comme les cow-boys et les Indiens, pareil. Et je jouais avec eux, j'allais voir qui ils étaient. Et je racontais des histoires avec les soldats Mocarex. Donc je racontais des histoires de l'histoire. Et ça m'a donné le goût particulièrement de la Révolution française. Et donc j'ai écrit plus tard, L'Enfant Léopard, par exemple, qui a eu le prix Renaudot, c'est l'histoire des 12 dernières heures de Marie-Antoinette. Parce que c'est ma copine depuis que je suis petite, Marie-Antoinette. On cause, on a discuté, on a rencontré des tas de trucs ensemble, je lui ai fait vivre des aventures avec Axel de Fersen, tout ça, son petit amoureux, tout ça. Bon. Et après j'ai écrit un roman, et après j'ai écrit d'autres romans historiques. Ça, j'adore ça, aussi l'histoire. Donc entre la famille et l'histoire, déjà j'ai beaucoup. Ma troisième source d'inspiration, c'est ma fille. Ma fille qui a une caractéristique, c'est que soit elle perd ses animaux domestiques, elle a perdu sa tortue, j'ai fait Lulu Vroumette, c'est l'histoire de sa tortue qu'elle a perdue, elle a perdu son chat, c'est l'histoire des Chabadas, et ainsi de suite. Donc, par exemple, elle, j'attends qu'elle perde quelque chose pour écrire une histoire. Voilà. Ça, c'est une bonne source d'inspiration. Je crois que je vais me rapprocher parce que je ne l'ai pas entendu. Quand vous commencez à écrire un livre, connaissez-vous toute l'histoire ou racontez-vous au fur et à mesure? Alors, ce que je fais, c'est un petit peu comme ce qu'on fait quand on va en voyage. On se donne une destination. C'est-à-dire, moi, je ne commence pas une histoire sans connaître la fin. Jamais. J'ai écrit des dizaines et des dizaines de nouvelles, tout était fondé sur la chute. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup d'histoires qui sont entièrement construites grâce à la chute. Ça, c'est très important, c'est comme si vous tendiez deux piquets. Vous voulez commencer, vous mettez un autre piquet, c'est la fin. Et là, vous tendez un fil entre les deux et vous débrouillez pour aller de là à là. Ça ne veut pas dire que le fait de connaître la fin va obligatoirement faire que votre livre va se terminer comme vous l'avez prévu. Ça n'a aucune importance. C'est dire, je vais à Blois. Je vais à Blois. Et là, on vous dit, non, il n'y a pas de train. On faudrait peut-être passer par Montparnasse, et ainsi de suite. Mais peu importe l'itinéraire, vous allez aller à Blois ou vous allez changer de destination. Ça n'a pas d'importance. C'est quand je pars, je vais quelque part, je sais où. Après, tous les petits trucs qu'on va prendre, les chemins, les découvertes qu'on va faire. Parce que dans une histoire, on découvre des tas de choses. C'est inimaginable. Vous créez des personnages, il y en a qui ont du talent, il y en a qui n'ont pas de talent. C'est aussi bête que ça, il y a des personnages qui s'imposent à vous et qui embarquent votre histoire, et d'autres dans lesquels vous croyez, et puis qui s'avèrent être un peu pauvres, pas très intéressants. Ça ne marche pas, il ne marche pas. Vous les abandonnez et vous partez dans une autre direction. Moi, je le fais pour me rassurer aussi, comme si je me donnais un point de fuite, ou comme si je me donnais une destination pour un voyage. C'est là que je vais, comment je vais y aller, je ne sais pas, et est-ce que c'est vraiment là que je vais aller, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que je vous dis en partant. Parce que sinon tu es devant l'infini des possibles. Si tu commences une histoire et que tu te laisses dès le premier paragraphe embarquer, voilà, tu vas te retrouver devant quelque chose qui est sidérant. Vous allez vous apercevoir quand vous écrivez, c'est qu'une histoire peut partir dans des tas de directions, dans des tas. Donc donnez-lui une direction, au moins ça, tendez, faites une tension, et puis après, vous verrez bien, vous verrez bien. Hein, mais ayez la chute. D'ailleurs, si vous écrivez, pour ceux qui écrivent, écrivez des petites nouvelles, commencez par la chute. Vous allez voir. Et il y a des tas de recueils qui sont faits comme ça, les illustrations sont très balèzes, les Américains très forts là-dedans. La chute. La chute. C'est comme dans, c'est des séries comme Hitchcock le raconte, tout ça, si vous connaissez ça, regardez ça, c'est des nouvelles toutes faites. Question. Oui. Voici. Comment procédez-vous pour écrire un livre? Comment je procède pour écrire un livre? Comme je te dis, j'ai une idée, je sais où je vais, je fais une espèce de chemin, de plan, d'étape, comme ça. Tu vois, si j'écris par exemple, si j'écris des livres pour la jeunesse et tout ça, il faut qu'ils soient très bien organisés parce que j'ai un illustrateur. Et l'illustrateur, lui, il a besoin que je commence par ce qu'on appelle un synopsis. Un synopsis, c'est bon. D'abord, si vous voulez raconter une histoire, vous pouvez commencer par cette formule. J'aimerais écrire l'histoire de... Voilà, tu commences par j'aimerais écrire l'histoire de quelqu'un qui va là. Vous faites ça, comme ça. Et vous l'écrivez, c'est un petit argument, ce qu'on appelle. Vous écrivez ça en quelques 5 lignes. Donc, voilà, vous dites voilà ce que j'aimerais écrire comme histoire. Et voilà comment elle va se dérouler. Donc, après, c'est les différentes étapes. Ça, c'est le synopsis. Qui, par exemple, si on écrit un livre pour la jeunesse comme Lulu,
c'est 15 étapes, parce que c'est 15 planches. Et sur les 15 planches, il doit se passer quelque chose. D'accord? Donc ça. Si c'est un roman, pour moi, j'écris tous mes romans avec 13 chapitres. Tous mes romans ont 13 chapitres. Pourquoi ils n'en ont pas 7? Pourquoi ils n'en ont pas 8? Parce que ma mère a eu 13 enfants. C'est aussi simple. Et au lieu de me poser la question, parce que ça peut être une question, monsieur, dans un roman, combien il faut des chapitres? 5, 7, qu'est-ce qui est mieux? Il n'y en a pas de mieux. Tu te décides. Il y a une chose fondamentale quand on écrit, il faut se donner des contraintes. Les contraintes sont fécondes. Les contraintes produisent de l'inspiration, de l'imagination. Voilà. Les gens qui ont écrit en vers, ils ont un certain nombre de pieds, ils se débrouillent. Ils ne peuvent pas en faire plus, ils ne peuvent pas en faire moins. Et la poésie, par exemple, est une contrainte extraordinaire. Elle vous vivifie la tête. Hein, vous avez tous peut-être, j'espère, vu le film Cyrano de Bergerac. Quand vous écoutez ça comme ça, ah ouais, c'est une merveille absolue. Et bien le gars, il faut qu'il fasse rentrer, dans l'instant, il faut qu'il fasse rentrer tout ce qu'il a à dire dans le nombre de pieds, avec les rimes au bout. Elles sont comme si elles sont embrassées, peu importe. Et ces contraintes-là, sans ces contraintes-là, s'il écrit le Cyrano de Bergerac, je veux dire, en texte libre, on n'aura pas cette qualité-là, cette densité. Voilà, donc la contrainte. Si vous dites c'est tant de chapitres, si vous dites c'est tant de séquences, si vous dites... ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. On est tous pareils. On aime la liberté, mais on adore les contraintes. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Parce qu'on sent que ça nous fait du bien. On sent que ça va nous aider. Ces contraintes en plus, les contraintes que vous vous donnez vous-même, il n'y a rien de plus délicieux. Rien de plus délicieux. On est tous un petit peu maso, on aime bien se contraindre un peu. Pas de problème. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Question? Oui, je t'écoute. Dans un livre, quelle est la part d'imagination et quelle est la part d'éléments autobiographiques? Alors, dans un livre, quelle est la part d'imagination et d'autobiographique? Je ne réponds jamais à cette question. Parce que moi, je suis un menteur. Et voilà, pour moi, regarde. Moi, je considère et je suis autorisé à dire ce que je veux à partir du moment où vous le croyez. D'accord? C'est-à-dire que quand j'écris des histoires, par exemple la dernière sur mon grand-père, on peut se poser des questions sur savoir, est-ce qu'il a vraiment vécu ça? Est-ce qu'il a... Non, mais tu y crois ou tu y crois pas? Est-ce que tu t'es laissé embarquer ou pas? Ah oui, parce que... Ou en histoire. Moi, dans l'histoire de France, quand j'ai écrit L'Enfant Léopard, j'ai prétendu, dans ce livre, il prétend que Marie-Antoinette a eu un enfant de couleur. Il dit, attends, n'importe quel historien, il va attraper Picouli par le col et va lui dire, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai dit, bah prouve-le-moi. Et je te donne la scène, je te dis, voilà, par exemple, Marie-Antoinette, pourquoi Marie-Antoinette, quand elle a fait son enfant, on a évacué la salle. Parce que vous savez qu'à l'époque des naissances royales, tout le monde pouvait y assister. Marie-Antoinette, c'est comme si elle était là, sur le lit, et vous pouvez partout, grimper partout, et vous allez regarder n'importe qui. C'était une obligation pour pas qu'il y ait de substitution d'enfants. Et Marie-Antoinette, elle a failli mourir. Il y avait tellement de monde, c'était tellement étouffant qu'elle a failli mourir. Donc on a évacué tout le monde. Donc pour la première fois, on n'a pas assisté à une naissance royale. Pour moi, c'est du gâteau. Je dis, si personne ne l'a vu cette naissance, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. C'est-à-dire, en gros, juste je vous donne cet exemple-là pour vous dire, moi, je m'immisce dans tous les interstices de l'histoire. Tout ce qui n'est pas... Le problème, c'est pas que ce soit vrai, c'est qu'on soit capable de me prouver que c'est pas vrai. Dans tout ce que j'écris, que ce soit autobiographie, histoire, tout ce qui a référence à l'histoire, personne ne peut me prouver que c'est pas vrai. Donc, à partir du moment où personne ne peut me prouver que c'est pas vrai, c'est vrai. Pas mal comme raisonnement, non? Et c'est vrai. C'est comme ça. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance. Ce qui est grave, c'est que ce sentiment, c'est vrai, c'est autobiographique, ça crée une qualité. C'est-à-dire, c'est comme vu à la télé, c'est vrai, donc c'est plus intéressant. Résultat, vous avez peut-être vu Vivre avec les loups, ou entendu parler de ce film, ou entendu parler de ce livre. Hein? Quelqu'un qui voilà, était censé des camps, s'échapper, être sauvé par les loups, tout ça. 30 ans après, ou 40 ans, c'est un succès mondial. Elle a vendu des millions d'exemplaires. 30 ans après, on s'aperçoit que tout est faux. Tout est faux. Et les gens l'ont acheté parce qu'ils avaient envie de croire à cette histoire, à croire que c'était vrai. Et quand ils ont appris la vérité, certains ont été déçus. On dit, elle nous a escroqué, c'est un scandale, elle devrait être condamnée, rendre l'argent. Et d'autres ont dit, mais moi, ça fait rien. Moi, pendant 300 pages, elle m'a fait rêver. Donc vous pouvez être du côté de ceux qui disent, c'est une escroc, on la met en prison, on lui fait payer une amende, on lui fait rembourser l'argent. Ou celle qui dit, j'ai pris 20 €
et pendant quelques heures, j'ai rêvé et ça m'a fait du bien. Et ça vaut le coup. Voilà, c'est tout. C'est personnel. Soit on a une espèce d'effet de tyrannie de la vérité. La vérité peut être tyrannique, parce qu'on veut la vérité, mais quelle vérité et la vérité de qui? Ou bien on considère que tout ce qui vous a donné du bien, vous a fait rêver, réfléchir et même peut-être progresser, ça valait la peine. Voilà. Moi, je suis le produit d'un mensonge. J'ai écrit dans le champ de personne, ceux qui liront le champ de personne, la première scène, ça s'appelle la griffe du tigre. C'est tout simplement moi, un gamin, qui a un cauchemar, je me lève le matin et je vois, j'ai 8-10 ans, et je vois mon père qui se lave dans le lavabo, une toute petite maison, et on n'avait pas le droit de sortir. Bon, et je le vois pour la première fois torse nu, et je le vois, il est en train de se laver dans le lavabo, et il a une cicatrice dans le dos, 54 cm, qui fait tout le tour de l'omoplate. D'accord ? Vous avez 8 ans, vous n'avez jamais vu votre père dans cet état-là, donc c'est un choc terrible. Moi, je vois ça et j'ai une fraction de seconde de saisissement. Mon père se retourne et voit que j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a deux solutions, mon père. Il a deux solutions et il me fait deux vies différentes. Première solution, mon père me dit la vérité. Parce qu'il a vu, il a lu J'élève mon enfant, page 54, il dit la vérité à son enfant. Ok. Donc il me raconte qu'il a eu une pneumonie, qu'on lui a ouvert, qu'on lui a retiré un poumon, qu'on lui a mis des vies après, qu'il est allé en sanatorium et tout ça. D'accord? Donc j'ai 8 ans ou 9 ans. Et j'apprends ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle un traumatisme. Et peut-être dans ma vie, après, je suis pas en psychanalyse pendant 20 ans à 100 € de la séance. D'accord? C'est cher. Mon père, formidable. Il n'a pas lu J'élève mon enfant, page 54, il faut lui dire la vérité. Il me dit, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est une griffe de tigre. Et moi, tout à coup, je suis le fils d'un gars qui a chassé le tigre en Inde, sûrement, à dos d'éléphant, avec le Maharaja de Borougou. Je suis un héros. Je raconte ça à mes potes toute la journée. Toute la journée, je suis un mec extraordinaire. Je ne suis pas un gars dont le père a eu une pneumonie. Je suis un gars qui a chassé le tigre. D'accord? Eh bien, ça, c'est un mensonge. Mon père n'a jamais chassé le tigre. Mais ce mensonge-là m'a fait aller beaucoup plus loin que la vérité qu'il aurait pu me dire, me donner à ce moment-là. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne subis pas la tyrannie de la vérité, parce que je suis à la fois le produit, le fruit d'un mensonge, en termes d'imagination, et que j'entretiens ce mensonge en racontant n'importe quoi dans les livres, mais vous ne pourrez jamais le trouver. D'accord? Question? Tiens, vous êtes mort. C'est là. Où ça, là? Là-bas. Qui ça, là-bas? Ah oui, c'est vous pouvez avoir un regard américain, c'est super, un regard américain, France 2. Fou. Vous avez été enseignant. Vous n'avez pas de prénom, je vous le dis. Karine. Voilà. Vous avez été enseignant pendant de nombreuses années. Oui. Pourquoi avez-vous changé de métier? C'était pas compatible avec votre métier d'écrivain? Non, c'était pas compatible. À un moment, c'est pas compatible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le succès, enfin, le fait que voilà, ça marche bien pour vous, vous avez beaucoup d'obligations. Moi, j'étais professeur en classe de BTS. BTS, j'enseignais la communication et la négociation. Je suis professeur d'économie et gestion. Je n'ai pas fait d'études littéraires. J'ai fait d'abord des études de droit à Assas, après j'ai fait Dauphine. Moi j'ai un diplôme, j'ai un certificat de marketing et de finance. Et j'ai commencé un doctorat de fiscalité. Vous voyez que le gars, il n'est pas net, je crois. Et donc je suis devenu professeur d'économie et gestion. Dès que mon père est décédé, j'ai dû arrêter mon doctorat. Et donc j'ai commencé tout de suite à être prof. Et c'est un métier, vous peut-être parfois vous en rendez pas compte parce que les enseignants là sont là et sont censés vous comprendre, qui est assez extraordinaire parce que c'est le dernier endroit où vous allez être sanctionné avec amour. Les gens vous aiment. Vous n'en rendez peut-être pas tout à fait compte, mais les gens qui sont en face de vous, qui sont vos profs, tout ça, ils vous aiment, ils veulent votre réussite, ils l'espèrent, ils la souhaitent et ils y participent. Bon. Moi j'étais de ces profs-là. Moi, je suis pas un prof, et je pense que vous n'en avez pas, je ne suis pas un prof copain. Je ne veux pas avoir pris de camaraderie, je suis là pour que les gens réussissent, donc je pouvais être extrêmement sévère. Mais il faut être sévère, attentif et disponible. Et vous avez, tous les professeurs connaissent ça, vous avez à la fin du cours un élève ou une élève qui vient vous voir pour dire monsieur, il faut que je vous parle. Ça peut être parce que dans sa copie, la personne s'est aperçue qu'elle avait un point de moins que sa copine sur lequel elle avait copié. Elle ne trouve pas ça juste. Donc elle vient réclamer le point que personne ne mérite dans cette affaire. Ça va de là jusqu'à, comme j'étais en BTS, des gens qui veulent arrêter leurs études parce qu'ils veulent commencer leur vie, ils veulent gagner, ils veulent se mettre en ménage avec quelqu'un. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire question de vie, vous êtes là. Et moi je sais, parce que j'ai un ami aujourd'hui qui est un garçon qui a une entreprise,
à qui, entre guillemets, j'ai sauvé la vie en 5 minutes. Son père, parce qu'il avait raté le bac, voulait lui le retirer. Moi, j'ai parlé 5 minutes avec le père pour le convaincre, pour lui parler de son fils, pour lui dire qu'il faut qu'il continue, tout ça. Et son père a accepté que le gamin, qui est un pote aujourd'hui, continue, et il avait raison. Donc vous pouvez avoir cette... vous pouvez être aussi déterminant que ça parfois, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, le jour où un élève vient vous voir, ou une élève vient vous voir, et vous dites, bah oui, mais monsieur, attends, excuse-moi, je ne peux pas là, parce que là, il y a un taxi qui m'attend, j'ai une émission à Europe 1 où j'ai un entretien, je ne peux pas. Le jour où vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, il faut arrêter ce métier. Parce que le métier, ce n'est pas seulement dans la classe quand on prépare le cours, quand on le fait avec vous. C'est tout ce qu'il y a autour qui est important et fondamental dans ce métier, pour moi, et je pense pour tous les enseignants. Donc quand on ne peut pas faire pleinement son métier, qu'on peut ça, moi j'aurais pu garder des heures, arriver en cours, faire mes 4 heures de ceci ou cela et repartir. J'aurais pu le faire, et personne ne m'en aurait voulu. Mais c'est pas comme ça que je voyais le métier. C'est pour ça que je l'ai arrêté, parce que ça me paraissait incompatible. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de 18-19 ans, bah, écoute, en gros, tes problèmes, c'est ouais, d'accord, mais moi, je dois aller faire une interview à la radio. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà, c'est tout. Alors, l'expérience de jury, c'est très important, le jury. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des prix littéraires, en Ono, des prix de L, comme ça. J'ai eu des prix. Alors, on ne sait pas, on a le résultat. Quand tu es dans un jury, tu t'aperçois que tu peux avoir une force déterminante, si tu es convaincant. Il y a la qualité des ouvrages, mais il y a la qualité de ceux qui les défendent. Si tu aimes un livre, et si tu le défends bien, tu peux retourner un jury. Vraiment, tu peux le retourner. Et ça, je le constate à chaque fois, et partout. Donc, c'est à la fois injuste, mais ça m'a bénéficié quand j'ai eu des prix, et ça peut bénéficier. Il y a des gens que quand je défends quelqu'un, je rigole pas, mais je dis, voilà, j'essaie de convaincre. Et d'autres aussi, en face de toi, tu as des gens qui veulent convaincre. Et donc, c'est une expérience qui est en ce sens formidable, parce que le jour de la réception, par exemple, Marcel Pagnol, ou le Fouquet, il y a plein de monde dans la salle, tout ça, et le jour où tu donnes le nom du vainqueur, qu'il arrive là, tu vois, qui monte sur la scène, qu'il est ému, qu'il est content, qu'il avait son gosse, sa femme, sa maman, tout ça, et ben, voilà, au-delà de la littérature, d'avoir sanctifié un texte, de lui avoir donné sa chance, tu as participé à une entreprise, et peut-être à une étape pour quelqu'un, ou à un moment important. Hein. Et donc, c'est une expérience formidable qu'on a avec des potes. Et c'est une des rares occasions qu'on a de parler de livres ensemble. Les écrivains n'ont pas beaucoup d'occasions de parler. Là, je vais faire un salon. Eh ben, on a des rencontres, on a des dédicaces. On n'a pas 1h30, 2 heures où on va parler sur des livres, se donner même son... en fait, on parle littérature, on parle de qu'est-ce qu'on aime dans un livre, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Moi, j'ai été jury du prix Landerneau Leclerc sur le jeunesse la semaine dernière. Eh bien, tout le monde adorait un livre que je n'aimais pas et j'ai expliqué pourquoi. Je n'aimais pas et j'ai expliqué pourquoi je n'aimais pas. Il a fait une espèce d'adhésion collective. Il n'a pas eu le prix. Pas de ma faute, mais parce que j'ai expliqué ce qu'il y avait derrière ce livre qui ne me convenait pas. C'est tout. C'est injuste peut-être. Heureusement que le gars ne le sait pas, l'auteur. Mais c'est la réalité. Parce que à la fois je peux être convaincant, et puis parce que là il y avait des éléments objectifs pour l'être. Voilà. Donc c'est formidable, tu as l'impression de faire quelque chose, de servir à quelque chose.